Jusqu'à aujourd'hui, j'ai acheté 32 biens immobiliers, j'ai fait de l'achat-revente. Et on est là, tu sais, l'argent fait pas le bonheur. Je dis, ah bon? Je suis pas d'accord avec ça. Vous en avez combien à ce moment-là? 2, 3? J'avais à ce moment-là 3 immeubles. Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Et oui, car le vent est le même pour tout le monde. Yo, Koso Minasan et bienvenue sur Spirit Success Money, donc l'émission qui rassemble les ambitieux d'aujourd'hui et de demain. Alors, si vous voulez connaître les histoires des personnes ambitieuses telles que vous, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous accueillons Ornella. Ornella, bienvenue à toi sur le podcast. Merci, Comment merci tu à vas? toi, Duane, pour l'invitation. Ça va? Cette première, oui, Ouais. très bien. C'est ton premier podcast filmé, là. C'est ce que tu me Exactement. C'est un petit challenge pour moi. C'est un objectif que je m'étais fixé parce que j'aime pas du tout être face aux caméras. Donc, je me dis, bon, bah, allez, c'est parti. Il faut bien sortir un petit peu de sa zone de confort. Exactement. Et là, comment tu te sens? Tu te sens bien? Ça va, là? Bonne Ouais, journée, très bonne bien. énergie, ces Très, très derniers bien. temps, ça va? Tout Oui. fonctionne? Ok. Tout fonctionne bien. Je suis très contente. Super. Alors, on va pouvoir commencer. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter la marque qui sponsorise cet épisode. Mogul by Enzo est une marque de montres dédiée aux ambitieux et aux entrepreneurs qui souhaitent atteindre l'excellence et devenir des personnes responsables. Pour plus d'informations et de renseignements, cliquez sur le lien dans la description. Tu sais que moi, généralement, quand je commence, en fait, les histoires, j'aime bien les raconter depuis le début. D'accord. J'aime bien, en fait, et c'est ce que je veux donner aussi à mes abonnés, tout le processus qui a permis à quelqu'un de devenir qui il est aujourd'hui. Donc, ma première question, Ornella, c'est déjà, présente-toi rapidement dans les petites lignes, et après, on rentrera vraiment dans les détails. Ça marche. Je m'appelle Ornella, j'ai 29 ans. Donc, je suis née à Versailles. J'habite dans le 78, dans les Yvelines, depuis toujours, depuis ma naissance. J'ai un grand frère de 3 ans, mon aîné. Et j'ai jamais vraiment aimé l'école, en fait. Donc, je me sentais pas vraiment à ma place. Donc, j'ai été à l'école, j'ai fait les cours et je me suis dit, je me sentais comme un petit peu en prison, pas libre. J'avais toujours ce besoin de liberté depuis toute petite. J'en ai toujours fait qu'à ma tête. J'écoutais personne. J'écoutais pas trop ma mère ni mon père. J'avais déjà l'impression d'être différente des autres. Donc, j'ai eu aussi comment dirais-je, cette enfance difficile où j'étais assez, rejetée par les autres. J'avais pas d'amis, j'étais jamais invitée aux anniversaires. Ah ouais? Ouais, c'était très compliqué, difficile pour moi. Et forcément, vu que l'école, le système scolaire en fait n'était pas du tout fait pour moi, je n'arrivais pas à me concentrer ni être vraiment intéressée. Donc, je copiais beaucoup sur les autres. Okay. Et donc, souvent, je me faisais sortir de la classe. J'allais dans ça s'appelait le Razed, ça m'a toujours traumatisée. J'allais avec une personne, un Razed, en plus le nom, il fait très bizarre. Et donc je partais, on me sortait, je me rappelle, j'étais en CE2, et tous les élèves se moquaient de moi, disaient la nulle et tout, elle va faire un cours particulier avec une dame que j'aimais pas du tout. Et donc ça m'a quand même marqué. Et vu que j'étais nulle, personne voulait jouer avec moi. Okay. Donc voilà, déjà ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Alors voilà. Du coup, dans ton histoire, toi t'as commencé à Versailles, c'est bien ça? Tu as grandi là-bas. C'est à l'Étang-la-Ville exactement, mais c'est à côté. Je suis née à Versailles, mais je suis de région. D'accord. Et donc au niveau de ton entourage, ta famille, c'était quoi la configuration de départ pour toi? Ma famille, alors. Côté, je dirais, côté financier, avec mon frère, on n'a jamais manqué de rien. Mes parents, ils avaient très peur de manquer. Donc je les entendais beaucoup parler, peur du manque, faut faire attention, les dettes, les crédits. Je les entendais beaucoup. Ils avaient perdu aussi à la bourse, pas mal d'argent. Donc les investissements, tout ça, c'était toujours un peu dans la peur en fait. Et donc moi, je me rappelle même petite, quand on me donnait de l'argent pour mon anniversaire au Noël, je voulais donner à mes parents pour qu'ils arrêtent d'avoir peur en fait de ce manque d'argent, alors que ils ont toujours été très économes. Voilà, ils ont toujours fait en sorte
sont quand même sacrifiés pour nous, pour qu'on manque vraiment de rien et pour qu'on ait vraiment tout ce qu'on veut. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, je ne veux jamais vivre dans cette peur du manque, en fait. Donc, et je me suis toujours dit, je ne veux surtout pas demander d'argent à mes parents. Il faut que je gagne mon propre argent. Donc, j'ai commencé à travailler à 16 ans. À 16 ans, ok. Donc, c'est là où toi, tout commence. Donc, 16 ans, avec ce background de la famille qui a vraiment, enfin, les parents en tout cas, qui ont cette peur du manque, mais qui arrivent quand même à donner tout ce qu'il faut à leurs enfants. Et donc, toi, à 16 ans, tu commences à travailler et parce que justement, tu te dis, il faut que je fasse mon propre argent. Exactement, parce que ma mère, elle m'a toujours appris, elle nous a toujours appris la valeur du travail et de l'argent. Que c'est pas comme ça qu'on a les choses, qu'il faut travailler, que la vie est chère, que l'argent, on le gagne, mais pour le dépenser, ça va très vite et qu'il faut garder les pieds sur terre. Et qu'il faut faire attention, quoi. Il faut épargner, mettre de côté, sécurité. C'est vraiment Et à ce moment-là, donc quand tu commences à travailler à 16 ans, tu commences dans quoi? C'est quoi ton premier boulot, en fait? Le premier boulot, donc j'ai travaillé en tant que dans un magasin portugais. C'était le magasin portugais de ma tante à Argenteuil. Et donc je servais les clients, tout ce qui était nourriture dans des boîtes, enfin du poulet rôti, etc. Donc je servais les clients. Voilà. Donc, je parlais en même temps portugais, français, ça me faisait aussi travailler la langue. Ça m'a beaucoup appris parce que j'étais très timide et très réservée. On m'a toujours appris à me taire, ne pas me faire remarquer, à être discrète. Donc même à l'école, j'étais toujours très très discrète, à pas me faire remarquer, être au fond de la classe. Ouais. Mais du coup, ce boulot, voilà, ce boulot m'a fait quand même prendre un petit peu confiance en moi, communiquer avec les autres. Et je suis restée 4 mois. Je suis restée 4 mois parce que c'était très intensif quand même. Et donc, par la suite, j'ai vendu des patchs minceurs. Donc, j'achetais des patchs et je les vendais à des clients que je voyais soit dans la rue ou sur Facebook. J'ai commencé comme ça à ouvrir un petit business. C'était à quel âge ça? J'avais 17 ans. À 17 ans? Ouais. Ah, mais ces patchs-là, tu les trouvais où? Ces patchs-là, c'était une société style un peu MLM. Oui, ok. Voilà. Et donc j'achetais et je me suis toujours dit, il faut au moins que je rembourse mon investissement. Ouais, l'abonnement. Enfin, voilà, l'abonnement, l'achat. En fait, il sort de question. Je vais pas perdre d'argent, au moins rembourser et faire un petit peu d'argent. Je vais voir si ça marche. Donc ça a commencé comme ça, mon premier boulot de commercial, on va dire, alors que j'ai jamais vraiment aimé. Jamais voulu être commercial. Hein. Et au final... t'as fini par faire ça. Donc c'était un peu du porte-à-porte dans la rue. Alors, au début, c'était sur les réseaux sociaux, ma famille, parce que j'ai une grande famille du côté de ma mère, donc je vendais beaucoup à mes cousines, mes tantes. Et ensuite, j'ai commencé à travailler les week-ends en tant que caissière à côté de chez moi, à Auchan. Et donc, des fois, ça m'arrivait d'en vendre un petit peu à la caisse aussi. Je parlais aux clientes et je disais hop. Je glisse. Ça, c'est super bien. Regardez, en fait, j'avais fait déjà le test sur moi. J'avais fait un avant-après. Et sur moi, ça avait marché. Et en fait, c'est ça on arrive à vendre un produit. Il faut déjà d'abord le tester sur nous. Et regardez, ça, c'est la preuve que ça fonctionne sur moi. Voilà le résultat. Il n'y a pas meilleure vente. Voilà. Ok. C'est ça. Donc, voilà. Donc, pendant que tu... Exactement. Ah ouais, ok. Ça, donc j'ai travaillé 4 ans en tant que caissière et en même temps, par la suite, j'ai fait un bac pro commerce. Ouais. Donc je travaillais en plus les week-ends. Donc ensuite j'ai fait un BTS, assistant de gestion, en alternance cette fois. Ouais. Je continue à travailler les week-ends en tant que caissière aussi. Donc je travaillais 7 jours sur 7. J'ai cumulé jusqu'à 3 boulots en fait, à partir de mes 19 ans, jusqu'à pendant 5 ans. Ouais, t'avais 3 boulots. Ouais. C'est marrant parce que ce truc d'avoir plusieurs boulots, en France, c'est pas très commun. Enfin, de ce que j'ai pu voir, en tout cas moi, je connais pas beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai 3 boulots en même temps. Ouais. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est parce que j'y pense, mais en Asie, par exemple, c'est très commun, genre d'avoir plusieurs petits boulots. Ouais. Mais généralement, on a ouais, là, c'est vrai que pendant que tous mes amis s'amusaient, sortaient, c'est vrai, on est là, tu veux jamais rien faire. En même temps, j'étais crevée, hein, je travaillais 7 jours sur 7. J'ai même fait jusqu'à du babysitting après le travail le soir. Ouais, je faisais du babysitting aussi, ouais.
Donc c'est vrai que j'ai tout fait. J'ai été au final, ma mère elle me disait Ornella, si t'as pas des bonnes notes, tu vas finir caissière ou femme de ménage comme moi. Je dis bah c'est pas mauvais quoi, c'est pas mal. Enfin il en faut. C'est pas un sous-métier. Enfin et bah regarde, tu gagnais très bien ta vie en étant femme de ménage. Enfin et non, elle voulait que j'ai un poste quand même que ce soit bien vu aux yeux de la société, tout ça. Et j'ai été caissière, femme de ménage, et ça m'a beaucoup appris. J'ai fait du ménage pour des maisons Airbnb, j'ai fait tout ça, donc au final, ça m'a bien appris. C'est ma mère qui m'a bien appris à faire le ménage d'ailleurs. Ah, bah merci à elle. Mais ok, bah, c'est vraiment intéressant. Et en fait, toi, quand est-ce que tu t'es dit, ok, bon, là c'est bien, mais j'ai envie de commencer à devenir ma propre patronne? C'est à quel moment que ça a démarré ça? Alors, du coup, donc j'ai fait de l'alternance, je suis allée jusqu'en licence. La licence en alternance, je l'ai pas eu. Je voulais pas faire de licence, mais c'est mon manager qui m'a dit on est là, fais quand même un bac+3. Et j'ai vécu une séparation à ce moment-là, ça m'a mis vraiment, vraiment pas bien du tout. Et la licence ne me plaisait pas, c'était très scolaire. Et j'aurais pu l'avoir, mais je l'ai raté de peu. Du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, j'ai envie de rentrer vraiment dans le monde du travail à temps plein. Par contre, j'ai envie de tout tester. J'ai envie de faire CDD, intérim. J'ai vraiment envie de toucher à tout. Donc, j'ai commencé comme ça. Par la suite, je me suis dit, bon, j'avais pas eu des très bonnes expériences. Encore une fois, je disais, bon, ok, je me donne à fond et il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de respect. Enfin, on a l'impression d'être des pions et il y a déjà ça qui me plaisait pas trop. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je vais me stabiliser, j'ai envie d'acheter ma résidence principale, donc il me faut un CDI. Et donc, par la suite, je trouve un CDI, ça se passe bien. Au bout d'un an, je vois que je commence à m'ennuyer. J'ai fait le tour. Tu faisais quoi? Donc, j'étais assistante commerciale. Donc, je travaillais avec une équipe où on était 3 filles. Donc, il y avait les managers. Et j'avais fait le tour, je commençais à m'ennuyer. Et je me suis dit, il faut que il y a autre chose qui m'attend. À ce moment-là, j'ai eu comme une révélation qui me dit, c'est pas ça la vie, en fait. 8 heures, prendre la voiture, y aller au boulot, partir à 16h. Bon, ça va, j'avais des horaires flexibles, donc j'arrivais tôt, je partais tôt. Parce que j'avais envie d'aller au sport après. Donc, je suis assez sportive. Et je me disais, mais ça devient une routine ennuyante. Il y a rien qui ça te stimule. Voilà, exactement. Ça me stimulait pas. J'ai dit, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je fasse quelque chose en plus en complément. Et puis par hasard, je tombe sur un formateur en investissement immobilier sur Instagram. Je dis, ah, tiens, ça a l'air intéressant. Je vais écouter ce gars-là. Il m'a l'air vraiment pertinent. Il y en a beaucoup de formateurs, etc. sur Internet, sur les réseaux. Mais lui, il sortait de l'ordinaire. Il y avait quelque chose qui me plaisait en lui. Donc j'ai commencé à écouter ses vidéos. J'ai dit, ah ouais, le gars... waouh quoi, enfin il m'inspirait énormément parce qu'il avait commencé de rien. Et par la suite j'ai vu sa formation, j'ai dit oh là là, 5 000 € la formation, waouh. Ah ouais, c'est qui ce charlatan? Voilà, c'est ça. Donc j'ai attendu. C'est ça, et ça c'était en 2018, fin d'année 2018. Et puis bon, par la suite j'ai commencé à le suivre. Et j'ai attendu un petit peu. En avril 2019, il faisait une promo sur sa formation qui était passée à 2 000 €. Il y avait formation sur l'immobilier, marchand de biens et la fiscalité immobilière. Donc j'ai dit, allez, c'est 2 000 €, je sais que je vais les rentabiliser. Donc j'ai acheté, j'ai dit, il faut absolument... À ce moment-là, tu te disais déjà, en fait, je sais que je vais les... Tu avais confiance ah oui, c'était sûr. Que t'allais... Ah oui, pour moi, j'étais sûre et certaine. Quand j'ai dit ça à mon entourage, j'ai acheté une formation à 2 000 € pour investir dans l'immobilier. Ils m'ont dit, tu mets ton argent par les fenêtres, c'est n'importe quoi. Il y en a, ils achètent un téléphone à 1500, 1500 €, ça pose pas de problème, mais une formation à 2 000 €, on te juge un peu, quoi. Voilà, on commence à te sortir. Donc j'ai dit, de toute façon, je fais ce que je veux et vous verrez bien. Donc en fait, j'avais aucun soutien, moi, de ma famille ou de mon entourage, je pouvais pas parler... donc même ta famille, parce que quand tu disais ça, moi je pensais que c'était tes collègues qui disaient ça, mais non, c'est ma famille. Oui, quand j'en parlais à mon ex-compagnon et tout, il me disait ouais, bon, bah, on verra bien. Enfin, il était pas très optimiste. Il y avait vraiment que moi qui étais à fond dans mon truc et
Et de toute façon, je vous en parle pas parce que j'ai l'impression qu'ils étaient pas du tout dans le même mood que moi. Il y avait vraiment un fossé. Ouais, il y quoi. avait un fossé. Et c'est dur à ce moment-là de rester focus dans se dire, bah, je vais pas les écouter et je vais faire moi mon truc, je vais quand même aller au bout parce que c'est pas tout le monde. Mais j'ai toujours été comme ça. Surtout les parents, en fait. Ouais. Tu nous disais que toi, t'étais toujours un peu, voilà, le vilain petit canard. C'est ça, j'écoute que moi, je me suis toujours écouté moi et, bah, c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. C'est fou s'écouter. Les autres, après, moi, j'ai toujours eu quand même demandé l'avis aux autres. J'ai cette manie-là de demander l'avis. Plus trop maintenant. Et ça, c'est un manque de confiance aussi. Et c'est grâce à l'immobilier aussi que j'ai pris confiance en moi. Donc, du coup, j'ai fait cette formation en avril 2019. Donc, je l'ai faite non-stop pendant 1 mois. Ça va faire 5 ans. Ok. J'étais déjà propriétaire de ma résidence principale. Du coup, j'avais acheté ma résidence principale en 2018. Donc, j'ai commencé vraiment à investir il y a 6 ans. Donc, j'avais 24. 24. 23. Voilà. C'est ça. 26. Ouais, j'ai 29. 29. Ouais. Donc, ok. C'est ça, j'ai commencé à 23 ans, j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale. C'est bien. Donc ça, c'était l'argent, du coup, parce que moi, j'aime bien, je sais que les gens aiment bien, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien les détails. Et souvent, les personnes vont se poser la question, ok, bah, à 23 ans, elle était déjà propriétaire. Oui, comment j'ai fait à 23 ans? Comment t'as fait, du coup? J'étais avec mon ex-compagnon, lui était en CDI, moi aussi. On avait de l'épargne chacun. Et donc, bah, c'est pour ça, en fait, je travaillais beaucoup. C'était toutes les années de travail à mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter. Je voulais aussi beaucoup voyager, mais je me suis dit non, d'abord, je vais acheter. Tu t'es restreinte. Voilà, je calculais tout. J'étais très, très économe. Mais au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est ça, on n'a rien sans rien. Voilà, tu peux pas dire je vais en voyage toutes les années, et en même temps, je vais être propriétaire à 23 ans, quoi. C'est pas possible, en fait. Ça. Donc, faut choisir. Exactement. Donc j'ai choisi de commencer comme ça, travailler dur en étant jeune, en ayant la forme, et après, pour plus tard être bien. Plus être tranquille. Ouais, exactement. Franchement, félicitations, c'est bien parce que c'est le genre de truc qui inspire. Je pense que ça va en inspirer beaucoup, de se dire, bah ouais, ok, choix. Il y a une citation qui résume un peu, du coup, ça, qui est choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Exactement. C'est quand on a vécu vraiment la difficulté que par la suite on apprécie énormément on se dit waouh, c'est le bien-être, c'est le confort. On dit voilà, c'est facile. Ouais. Tu vois, je me sacrifie pendant peut-être 3-5 ans, mais tout à fait. Voilà, dans 10 ans, ben, je serai bien en fait. C'est ça. Mais attention, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Donc, oui, même quand voilà, même quand, faut pas avoir, c'est vrai qu'on se dit, on gagne un peu plus d'argent qu'avant, on se dit, waouh, on se voit évoluer, on peut perdre un petit peu pied, avoir la folie des grandeurs et se dire, ouais, je peux faire ça, mais attention, on peut tout perdre. Hein. Donc, il faut vraiment rester, très, très vite. Alors, garder les pieds sur terre, ouais. Ok, donc, t'achètes ta formation, enfin ta résidence, ta formation, tu prends la formation, tu commences, et là, qu'est-ce qui se passe du coup? Tout à fait. Bah là, je fais cette formation et je me dis, waouh, mais c'est ça en fait. C'est tellement simple. C'est simple. Ah ouais. C'est tellement simple. Il suffit juste de connaître les éléments clés pour pouvoir bien investir et pas pas faire d'erreurs. Bon, j'en ai fait des erreurs quand même parce que forcément, même si on se forme, c'est comme ça qu'on apprend dans tous les cas. Donc, j'en ai fait, mais j'ai gagné, j'ai perdu un peu d'argent, mais j'en ai gagné plus que ce que j'ai perdu, donc et je continue à gagner. Donc du coup, tu prends la formation en 2000. C'est ça, je prends la formation. Tu fais 1 mois intensif. Ouais. Et donc t'achètes ton premier bien à quel moment? J'ai acheté 2 mois après, je fais une offre pour acheter un studio dans le 78. Voilà, donc j'ai acheté ce studio 60 000 €. Ok. Tout compris, je l'ai meublé et je le loue 600 € par mois, ce qui fait un peu plus de 10% de rentabilité brute. D'accord. Voilà. Très bien. Donc c'est un bien qui me rapporte 180 € par mois. Et j'ai encore ce bien aujourd'hui, et aujourd'hui, bah, je peux le revendre au moins 95 000 €. Ok. Ça a pris de la valeur et voilà, c'était mon premier investissement. C'est un studio. Et quelles sont les erreurs du coup que tu as fait tu me disais que tu en avais fait dans celui-là. Quelles sont les erreurs, si tu peux en donner? Celui-là, il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, tu as bien fait. Voilà, c'est que je me suis dit, ok, là, j'étais encore en CDI à ce moment-là et je voyais qu'il commençait à me trouver
à me chercher des poux Ouais. pour me licencier. Ah ouais? Ouais. Et je le sentais bien en avance. Je me suis dit, là, il faut que je fasse vite, il faut que j'achète le maximum possible d'immobilier pour que je sois, par la suite, rentière. Je voulais être rentière, comme ce formateur. Ok. Il m'inspirait tellement, je dis, je vais être comme lui. Et donc, du coup, j'ai acheté des immeubles ensuite. Des immeubles de plusieurs appartements. J'en ai acheté 3 en même temps. Et j'ai bien fait parce que par la suite, j'ai été licenciée. Licenciement abusif. Waouh. Voilà, donc j'ai acheté 3 immeubles. En fait, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, j'ai acheté 32 biens immobiliers. J'ai fait de l'achat-revente en résidence principale. J'ai fait de la construction, aussi une construction à l'étranger. Ok, d'accord. Donc, 32 biens, waouh, l'achat-revente et à l'étranger. Voilà, Ok, une construction à tu vas l'étranger. nous en parler un peu plus Bien après. sûr. Mais d'accord, c'est incroyable. Tu voulais rajouter quelque chose après ça? Et du coup, Ouais. voilà, je me suis retrouvée licenciée. Je suis partie au prud'homme, beau prud'homme. J'ai Oui. gagné. T'as gagné. On m'a dissuadée, on m'a dit non, Néla, ne fais pas. Et j'ai dit si, je vais y aller. Ils m'ont jetée comme une malpropre. J'ai jamais été aussi maltraitée de toute ma vie. Après tous ces bons et loyaux services. C'est ça, mais je les remercie. Ouais, mais ouais, Je les remercie parce que je serais peut-être pas là aujourd'hui. Je pense que si, ça serait passé différemment. Ouais. Mais c'est ce qui m'a donné la force de me dire là, c'est terminé. Je serai plus salariée. Et donc, j'étais au chômage. Je savais pas trop ce que j'allais faire. J'ai dit, de toute façon, je suis rentière. Donc, je m'occupais de mes biens. J'ai aménagé des combles, j'ai fait faire des travaux, j'ai trouvé des artisans sur place. Donc, c'est à 2 heures de Paris. C'est une ville à 2 heures de Paris. Et je connaissais personne. Donc, j'ai tout trouvé toute seule. Je suis tombée sur des charlatans, des artisans qui m'ont pris de l'argent, enfin, qui m'ont fait n'importe quoi. Toujours. Voilà, c'est ça. Il y avait des choses que j'avais pas vérifiées. Et je voyais beaucoup que la rentabilité. Et aujourd'hui, c'est toujours très, très rentable. Mais il y a des erreurs que j'ai pu faire, c'est ne pas assez prévoir de budget travaux. Il y avait des choses que j'avais pas vérifiées, comme les toitures, etc. Donc, il manquait des petites choses dans cette formation au niveau de la partie. Qu'est-ce qu'il faut vérifier quand on va visiter un bien, par exemple. Voilà. Okay, c'est ce qui manquait à cette formation, à cette époque-là. À cette époque. Voilà, c'est ça. Donc, par la suite, j'ai des amis qui m'ont dit « Oh, on est là, comment t'as fait Aide-nous à investir. » Et ça, c'était tout ça pendant une année? Non. Ça, c'était en 2020. 2020. Ouais. Non. Donc en 2020, je me suis fait licencier en mars 2020. Ouais, mars 2020. Et à quel moment ces gens-là te posent la question de Juste après. Franchement, ça suivait à partir du mois d'avril-mai, je commençais à avoir des amis. En fait, j'ai accompagné ma cousine à investir aussi. Je l'ai boostée, je lui ai dit Sarah, il faut que tu investisses. Et elle a acheté aussi, 4 immeubles. Voilà. Grâce à toi. C'est ça, j'ai boosté, je lui ai dit il faut que tu investisses et tout ça. Et donc, c'était la première que j'ai aidé à investir ma cousine. Ok. Et elle m'a dit, on est là. Tu vas ouvrir ton cabinet d'investissement immobilier et tu vas aider les autres à investir. Et je disais, non, pas du tout. Je suis pas du tout pédagogue. Comment je vais faire? Enfin, je me voyais pas du tout. J'avais peur. Je me disais, mais je suis incapable. Enfin, je me sentais pas légitime de faire ça. C'est marrant, ça. C'est marrant, hein. Mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas... Enfin, elle dit, mais on est là, mais c'est toi, en fait, le produit. Ouais, exact. Mais c'est marrant que tu aies eu ça parce que au final, tu avais quand même la preuve concrète devant tes yeux que t'étais capable. Oui, mais du coup, j'ai jamais ouvert d'entreprise. Enfin, j'ai pas fait des études pour. Je dis, mais comment on fait pour ouvrir une entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais aucune connaissance sur ça, en fait. Quel statut avoir? Est-ce que je vais être rentable? Et si je me casse la gueule? J'avais ces peurs-là. C'est des croyances limitantes, tout ça, mais c'est parce que c'est l'inconnu, on connaît pas et on sait pas comment ça va se passer. Ok, mais là, je me pose une question parce que quand t'as commencé à investir dans les biens, tu dois ouvrir aussi un statut, non? Pour les biens. Oui, mais à ce moment-là, du coup, j'étais au chômage et j'ai aidé des amis un peu bénévolement à investir. D'accord. Et quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et que d'autres amis m'ont dit, on est là, j'ai entendu parler, tu fais ça, tu nous aides à investir et tout, je me suis dit, oulala, il faut que je commence parce que c'était du boulot, et il faut que je me rémunère quand même, et ça devient vraiment un boulot à temps plein, du coup. Et donc, j'ai ouvert mon auto-entreprise au départ. Et je me suis dit, j'étais chez mes parents dans le sud, c'était au mois d'août, et je réfléchissais, et je me suis dit,
non mais là il faut que j'ouvre une autre entreprise parce que j'ai des amis qui me versaient de l'argent comme ça, ils me donnaient un peu ce qu'ils voulaient. Et je me suis dit bah pourquoi pas continuer à faire ça, et puis si ça marche tant mieux, puis si ça marche pas tant pis, je retournerai à travailler et je verrai bien ce que je ferai. Et j'étais pas du tout inquiète. Mais à ce moment-là, t'avais qu'un seul bien? Ou t'avais déjà les immeubles aussi? Ouais. Ok, mais j'avais pas les 32. J'en avais un peu moins. T'en avais combien à ce moment-là? 2, 3? Ah non, du coup, les immeubles, il y a plusieurs appartements. Ouais. Donc, j'avais à ce moment-là 3 immeubles. 3 immeubles. Voilà, et ça faisait environ une 20aine d'appartements. Ok. Mais là, c'est ça qui me paraît bizarre, parce que tu te sentais pas légitime, alors que en fait, peut-être pour la partie pédagogique, mais pour la partie pratique, t'étais clairement une experte. Enfin, oui, mais en fait, je me suis dit, mais comment je dois faire? Je dois faire un contrat, qu'est-ce qui doit être dans le contrat de prestation de service? Enfin, je suis pas une agence immobilière, je suis prestataire de service. Enfin, c'était vraiment des parties juridiques. C'était ça qui me faisait peur, de comment faire. Tout le côté. Mais après, j'ai pris une avocate, experte dans le domaine, j'ai pris des experts dans le domaine pour pouvoir m'accompagner, parce que forcément, il faut s'entourer de personnes expertes dans le domaine qui sont compétentes, qui te complètent par rapport à ce que toi tu sais pas faire. Moi, partie comptable, tout ça, j'ai pris un expert comptable, très compétent aussi. Du coup, je suis entourée vraiment de professionnels dans le domaine qui m'ont aiguillée aussi sur les statuts. Donc, très important ça. Voilà, c'est ça. Donc au début, moi j'ai ouvert une auto-entreprise parce que je me suis dit, bon, si ça marche pas... Mais je partais quand même dans l'optique que ça allait marcher, je savais que ça allait marcher, c'était sûr, parce que quand on parle d'investissement immobilier, tout le monde dit, moi aussi je veux investir, moi aussi, j'ai tant de budget, enfin l'argent à la banque ça rapporte rien, donc la pierre ça a toujours fonctionné, donc et les gens ils auront toujours besoin de se loger. Ouais. Il y aura toujours besoin de logement, donc surtout quand on est en pénurie de logement en France. Et la pierre, ça bouge pas, ça a de la valeur, donc. Ok. D'accord. Donc voilà, donc j'ai créé cette auto-entreprise et en septembre 2021, parce que du coup pendant 1 an j'ai fait du bénévolat. Ouais. Okay. On va dire, voilà. C'est ça. C'est ça. Okay. Exactement. Et en fait aussi ce qui m'a mis un peu un boost pour créer vraiment un contrat, tout ça. Enfin, j'avais des amis, je leur ai trouvé un immeuble hyper rentable. C'est du 12% net, enfin un truc magnifique. Et ils ont fini par me dire, on est là, t'as rien fait, on te paye pas. Et ils m'ont quand même payé, hein. Mais quand j'ai eu ça, c'est vraiment comme un couteau dans le dos, quoi. J'ai dit, là c'est fini, il n'y a plus de cadeaux. Amis ou pas amis, c'est contrat pour tout le monde, avec vous payez, c'est la prestation. Et c'est ça qui m'a fait... j'ai dit, en fait, je vous ai trouvé une pépite et vous me dites que j'ai rien fait. Ouais. Ok. Donc c'est un bien qui leur apporte dans les plus de 2000 € par mois, net. Ah ouais. Donc c'est un immeuble de 10 appartements. Incroyable. Ouais. Et je me suis dit, j'aurais dû le prendre pour moi, mais à ce moment-là, je savais pas que je pouvais le prendre. J'aurais pu ouvrir une SCI. À ce moment-là, j'étais encore... dans la découverte. Voilà, c'est ça. Donc j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et j'ai continué à me former. J'ai dépensé, je pense, au moins plus de 7 000 € en formation jusqu'à aujourd'hui. Aller à des séminaires, je continuerai toujours à me former parce que c'est ce qui est le plus important. C'est hyper important. Le meilleur investissement, c'est soi-même. C'est soi-même. On est d'accord. Exactement. 7 000 €, il y en a qui se diraient 7 000 € de formation, c'est beaucoup. Enfin non, en fait, c'est ce qu'il faut. Si tu veux pouvoir après commencer à avoir un revenu plus élevé et être surtout indépendante, il faut que tu mettes l'argent. Hein. Exactement, encore aujourd'hui, je continue. Il y en a beaucoup qui ont peur de ça, tu vois. D'investir, c'est vraiment une crainte, mais je pense que peut-être parce que aujourd'hui on n'a pas vraiment encore eu cette éducation à l'argent, et donc il y a vraiment cette peur de... C'est la question que je me demande, d'où est-ce qu'elle peut venir un petit peu, cette peur de sortir de l'argent et pour se former, alors que du coup quand c'est pour un iPhone, comme tu disais tout à l'heure, là on réfléchit pas, tu vois. C'est intéressant de comprendre un peu ce mécanisme là, peut-être parce que l'iPhone c'est tout de suite, alors que la formation c'est trop abstrait. Genre c'est peut-être... c'est ça, c'est le matériel, c'est tout de suite la satisfaction, bonheur direct, instantané.
on veut cet objet-là, mais une fois qu'on l'a, après, on s'en lasse. C'est ok, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Ouais. Et c'est sûr qu'à l'école, on nous apprend pas à gérer notre argent, on nous apprend pas l'investissement, qu'est-ce qu'investir, on nous apprend pas tout ça, on nous apprend à être salarié. Exactement. On nous apprend pas à entreprendre. Font une tâche pour lesquelles on les a formés, et puis c'est tout. C'est ça, exactement. Donc, c'est le plaisir immédiat. L'achat d'un téléphone, c'est plaisir immédiat, alors que l'investissement, c'est plutôt plaisir différé. Qu'est-ce que ça va t'apporter par la suite, une fois que... En fait, il faut vraiment que tu sois dans cet état d'esprit-là où, ok, j'investis ça, je sais que c'est une formation, mais c'est pour moi, et je sais que je vais gagner plus d'argent après grâce à ça. Avec ça, ouais. Grâce à Parce ça. que ça va m'apprendre. C'est une connaissance Exactement. qui va m'apporter de l'argent. Exactement. Et ça c'est énorme. Ouais. En valeur, c'est... Effectivement, je pense que la plupart, peut-être, ne voient pas la valeur. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont du mal à dépenser de l'argent. Parce qu'on arrive à voir la valeur matérielle, mais pas la valeur, en fait, de la connaissance, en fait. Exactement. Et du coup, il y en a beaucoup, à mon avis, qui doivent se dire, mais ok, même si j'apprends tout ça, à quoi ça me sert? En fait, c'est ça qui va t'apporter, qui va te permettre de devenir quelqu'un qui va pouvoir créer tout ce revenu, en fait. Et je pense que si on commençait à shifter, à se dire, plus j'ai de connaissances en réalité, enfin, plus de connaissances concrètes, parce que c'est bien il faut pas seulement consommer plein de formations et puis après ne rien faire. Il faut des connaissances et après les mettre en pratique. Plus j'en ai et plus, entre guillemets, je peux m'enrichir, en fait. Exactement. Et ça, c'est pas encore ancré dans la tête de beaucoup de gens. C'est la société d'aujourd'hui, c'est la surconsommation, hein. De toute façon, après, il faut avoir un autre état d'esprit. Pour moi, c'est un état d'esprit, hein. Moi, j'ai toujours eu ça en moi. Ah ouais? Ouais. C'est ce que j'allais te demander, comment t'as eu cet état d'esprit, justement, parce que c'est marrant parce que ça vient pas à tout le monde comme ça de se dire, ok, je vais commencer à mettre vraiment de l'argent de côté. Toi, t'as commencé à travailler très jeune et t'as mis de l'argent de côté, t'as été strict avec toi-même, t'as pas suivi de formation pour ça, pour apprendre à mettre de côté. Non. Donc ça, c'est ce que tu dis, c'est que c'était ta mère qui t'avait appris à... En fait, je les entendais toujours à dire, faut faire attention à l'argent, faut épargner, faut mettre de l'argent de côté. L'argent, attention, là, ça se dépense vite. C'est ça, c'est la peur de manquer, alors que on manquait de rien, mais c'était à les entendre. En fait, c'était un climat assez négatif quand même par rapport à l'argent. Ouais. Et on est là, tu sais, l'argent fait pas le bonheur. Je dis bon. Je suis pas d'accord avec ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est qu'en France, c'est vrai que c'est très tabou de parler d'argent. C'est tout de suite mal vu, alors que je trouve ça très positif, moi, l'argent. Justement. Et quand on parle de ça, c'est... Et tout de suite, hein. Ah oui. Ouais. Il y a vraiment qu'en France que c'est comme ça, hein. C'est très... Alors que, mais si, avec l'argent, ok, on dit l'argent, ça n'achète pas la santé, tout ça, mais... si t'as l'argent, tu peux mieux te soigner, tu peux avoir accès à la médecine. L'argent, ça fait pas le bonheur. Si, ça y contribue. Ça y contribue parce que si t'as de l'argent, t'es libre, et après, tout dépend, en fait, de chacun. Il y en a beaucoup qui ont de l'argent, qui sont riches, qui sont malheureux toute leur vie. Mais en fait, pour moi, c'est un état d'esprit d'être heureux. Donc, il y en a, ils sont heureux avec rien. Ouais. Il suffit de voyager pour voir. Oui. Et il y en a, ils sont malheureux, ils ont tout. C'est vrai. Donc, c'est vraiment, après, un état d'esprit pour moi. Et la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'était par rapport au fait que... oui, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre acheter une maison et en fait être vraiment rentière? Parce que il y en a beaucoup, tu sais, ça aussi c'est dans le schéma un peu de la société. J'ai mon diplôme, j'ai les enfants, j'achète la voiture et puis j'achète une maison en pensant que du coup ça devient c'est le schéma de la société. Voilà, ça devient quelque chose qui va m'enrichir, alors qu'en fait ce que les gens ne savent pas, c'est que dans tout ce processus, la voiture, la maison, ça devient en fait ça devient des passifs en fait au fur et à mesure, parce que qui génère pas. Est-ce que du coup tu
tu peux... ça, après, c'est vrai que on me demande des fois, qu'est-ce qui est mieux, acheter sa résidence principale ou acheter tout de suite du locatif pour investir. Moi, honnêtement, j'ai acheté ma résidence principale. Quand je l'ai acheté, j'ai été pas formée, donc j'ai acheté sur 15 ans. On a mis beaucoup d'apports, parce que la banque, elle va pas dire, non, faites comme ci, faites comme ça. Eux, ils veulent tout de suite qu'on mette beaucoup d'apports. Moi, à ce moment-là, par la suite, je me suis formée, mais avant de me former, je me suis dit, pourquoi pas louer l'appartement et acheter une nouvelle résidence principale. L'erreur, c'est une grossière erreur, parce que la plupart du temps, en Île-de-France, les biens sont chers et à la location, c'est pas rentable. Parce que si je donne un exemple en chiffres, l'appartement, on avait 250 000 euros de crédit dessus. Il faudrait le louer pour que ce soit rentable avec les impôts, taxes foncières, charges de copro, etc. Pour que ce soit vraiment rentable pour nous et qu'on rentre de l'argent. Il faudrait pouvoir louer ça entre 2000 et 2500 euros par mois. Un appartement comme ça se loue 1000 euros par mois. Voilà. Donc, c'est comme l'exemple du studio tout à l'heure. Acheter 60 000, louer 600 euros par mois, là, c'est rentable. Et c'est comme ça qu'il faut calculer la rentabilité d'un bien. Pour vraiment se rendre compte. Mais la plupart du temps, dans 90 ou 95% des cas, les propriétaires se disent je vais louer et racheter une résidence principale. Non, faut pas faire ça. Moi, j'avais fait les calculs et je perdais plus de 500 euros par mois en louant mon appartement. Alors que je l'ai revendu avec 30 000 euros de plus-value. Donc, grâce à cette plus-value, j'ai racheté une nouvelle résidence principale. Cette fois, j'ai tout emprunté. Donc, on a récupéré notre apport qu'on avait mis avec mon ex-conjoint. Et grâce à ça, on a fait construire une villa à Bali. Voilà. On a fait différemment, on a dit. À ce moment-là, j'étais au chômage. Donc, j'ai retrouvé un CDI pendant 3 mois. J'ai validé ma période d'essai. Et grâce à ça, j'ai pu reprendre un crédit. Donc, un crédit sur 25 ans. C'était du coup l'appartement du palier d'en face. Je suis allée voir ma voisine, je lui ai dit, est-ce que vous vendez votre appartement? Ça m'intéresse, il est plus grand. Voilà, nous on vend le nôtre. Mon premier appartement, du coup, on l'a vendu en 10 jours. Et donc avec 30 000 euros de plus-value. Et du coup, on a acheté celui d'en face, on a refait des travaux aussi dedans. Et là, il est en vente actuellement, cet appartement-là. Mais ça nous a permis, en fait, pourquoi prendre des crédits à la banque, c'est très bien. Ça nous a permis d'avoir un effet de levier et de pouvoir investir du coup la plus-value plus l'apport qu'on avait mis dans l'achat d'une villa à Bali. C'était mon rêve de faire construire une villa à Bali. J'imagine, voilà. Je rêve d'y aller moi. Incroyable. Donc et ça c'était avec ton ex-conjoint. C'est ça. Et c'était en quelle année ça? Donc c'était là la villa 2021. Ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est construite. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'elle est louée. 3 ans, qu'elle est construite, oui. Parce qu'il y a eu le Covid, donc ça a mis plus de temps. C'est vrai que le temps passe tellement vite que j'ai plus la notion du temps. C'est ça. Et donc voilà, donc elle est louée en courte durée. Tout est géré. Automatisé, voilà. Tout ça. Et j'y suis allée pour la première fois en août dernier. J'y avais pas posé les pieds une seule fois, j'ai tout fait à distance. Ah ouais. Ok. Et donc à ce moment-là, comment tu fais? Du coup, tu trouves des gens là-bas, tu les contactes. C'est ça, en fait, c'était par connaissance. Je connaissais des investisseurs qui étaient passés par ce constructeur-là. Et donc du coup, j'ai c'est un constructeur, donc t'as construit? Oui, j'ai construit. J'ai fait construire ma propre villa. Ça s'appelle Villa Ornella. Elle est à Ubud, à Bali. Voilà. Incroyable, stylé. D'accord, parce que moi, dans ma tête, j'ai pas capté. Je croyais que t'avais repris un truc. Non, tu l'as construit de zéro, quoi. C'est ça. Wow. J'ai fait construire de zéro et tout à distance avec l'équipe d'architectes et tout. Franchement, ils ont le monopole sur Bali. Ouais, c'est Magnitude Construction, le constructeur. Ils sont très bien, la qualité, le service, même par la suite, parce qu'il y a toute une équipe qui s'occupe de la gestion de la villa, de changer les draps, de la piscine, d'accueillir les locataires. Donc non, ils ont un super service, il n'y a rien à dire. Super, ok. Donc voilà, c'est un investissement un peu plus risqué. Moi, je ne dis pas à tout le monde de faire ça. Hein. Ouais. Mais voilà, moi, j'avais envie de diversifier. Donc j'ai fait de la location nue, meublé, j'ai acheté un SCI par la suite, 2 autres immeubles et cette construction à l'étranger en location courte durée. Ok, ouais, donc là t'as pas mal t'as des biens mais dans des
conditions et circonstances différentes. Qui peuvent Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Mais en fait, j'ai pas peur de perdre de l'argent. J'ai jamais eu peur, en fait. Tant que c'est réfléchi et que c'est bien calculé, je me dis, bon, ok, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Enfin, j'ai toujours cet état d'esprit positif. Ça, ok, ça me fait penser. Ça me fait penser à, désolé, je te coupe, hein, mais je le prends, ça me fait penser à quelqu'un qui disait, pourquoi ça marcherait pas? Parce que, en fait, j'ai confiance en moi. Enfin, je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher parce que j'ai confiance en moi. Donc, je vais le faire, en fait. Donc, pourquoi ça marcherait pas? Et quand t'as dit ça, ça me fait penser à une amie que je connais qui me dit toujours, ah ouais, moi, j'ai grave peur de perdre de l'argent et tout, même 50 euros, ouais, je pense qu'elle va se reconnaître. Mais même 50 euros, moi, je suis là, je calcule, etc. Et à chaque fois, je lui dis, ouais, mais si tu veux pouvoir commencer à gagner 5 000 euros par mois et que tu es en train d'avoir peur pour 50 euros, c'est... Ah bah, en investissant pas, elle perdra son argent, ça c'est sûr. Là, elle perd de l'argent en investissant pas son argent. Ouais. Même en le laissant en banque, ça dévalue, donc... Ouais, clairement. Mais voilà, mais vas-y, continue, parce que c'était vraiment le moment où on se dit, bah ok, mais pourquoi j'aurais peur, en fait? Je vais le faire et c'est tout. Ouais. C'est ça, je me suis dit, bah non, en fait, les chiffres sont là, c'est bon. Et puis, bah, tant pis, j'aurais perdu 150 000 euros. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je les regagnerai. Voilà, exactement. Parce que tu sais que ailleurs, j'ai la connaissance, et c'est ça qu'il faut que les gens arrivent à comprendre, c'est que une fois qu'on a la connaissance, on n'a plus peur de perdre de l'argent parce qu'on se dit, ok, je l'ai perdu, je vais trouver une autre opportunité et je vais les refaire et je vais faire même encore mieux. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, c'est un état d'esprit, encore une fois. Le mindset. Ouais, c'est le mindset. Donc, t'es complètement folle, Ornella. Ouais, t'es une extraterrestre. N'investis pas là-bas, ça va se casser la gueule et tout. Et puis, j'ai fait ça en sous-marin et waouh, elle est magnifique, ta guitare. Comment t'as fait, Ornella? Waouh, c'est incroyable. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est les gens en mode, ils essaient de tirer comme ça et en fait après ils disent mais je veux trop savoir comment t'as fait, t'es incroyable. Ouais, t'étais pas là quand pour me soutenir quand j'ai commencé le truc. C'est vraiment drôle. Ok. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi pendant toute cette période? Parce que là, dans ton histoire, on arrive, là, c'est, du coup, là, on arrive vers la fin. T'as ouvert ton agence après Bali. Oui, non, en fait, mon entreprise, du coup, je l'ai ouverte il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était en septembre 2021. Ok. Ornella Conseil Invest. D'accord. Donc, je fais de l'accompagnement en investissement immobilier. Ok. Donc, toi, tu viens me voir, tu dis, voilà, Ornella, je veux investir dans l'immobilier. J'ai 100 000 euros de budget, la banque me prête 100 000 euros. Trouve-moi un bien rentable. Donc, nous, on s'occupe de chercher le bien, de le trouver, de le négocier, de suivre les travaux jusqu'à la mise en place du locataire. Et tu as un bien clé en main rentable entre 7 et 8% net de rentabilité, net de tout. Ok. Minimum. Donc, en brut, on est à 10-11%. Et je préfère parler en net. C'est plus... Que le net, après, t'as vraiment... taxe foncière, assurance, charges, gestion locative, t'as vraiment tout ça qui est déduit. Ouais, et donc le net, c'est vraiment ce qui tombe dans ta poche. C'est ça. Donc nous, le but, c'est vraiment des biens qu'on trouve pour nos clients. Je dis nous parce qu'on est 3. Ouais. J'ai 2 assistantes avec moi. Okay. Le but, c'est de vraiment trouver un bien rentable qui rapporte de l'argent. Moi, je supporterais pas de proposer un bien qui rapporte pas d'argent à mes clients. Enfin, faut que ça leur rapporte tout de suite. Ouais. Voilà, donc du cash flow positif. Et quand tu garantis ça, c'est comment ça se passe? Est-ce que c'est dès les premiers mois au versement, ou est-ce qu'il y a un délai, ou comment ça se passe? Parce que une fois que le locataire arrive, enfin, j'imagine que par exemple sur les 100 000 euros, vous trouvez le bien, le prix part et tout. Dès que la personne est installée, du coup, comment pour un peu visualiser, je pense que pendant quelques mois tu perds un peu d'argent ou. En fait, imaginons c'est un bien, il y a des travaux, donc on suit les travaux, etc. Donc on fait aussi du coaching bancaire. Donc soit en fait on travaille aussi avec des courtiers, notaires, fiscalistes, gestionnaires de patrimoine. Donc nous on coach aussi sur la partie bancaire. S'il y a des travaux, nous on va faire en sorte avec la banque que tout soit financé par la banque, qu'il y ait un différé, enfin que
tu perds le moins d'argent possible. Mais dans tous les cas, tu perds pas d'argent parce que c'est un investissement. Donc, tu commences à capitaliser, à rembourser le crédit. Le but, c'est qu'il y ait un locataire le plus rapidement possible pour pouvoir, que ça paye le crédit, que ça tourne, que ça s'autofinance et que ça te rapporte de l'argent. Okay. Mais ça, il y a un petit délai. Il y a un petit délai, c'est normal. C'est normal parce que s'il y a des travaux, tout ça, mais le but, c'est d'avoir, de minimiser ça. Parce que les locataires soient en place. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a des travaux, malheureusement, les travaux, ça peut prendre entre 3 à 6 mois. Donc, pendant ces 3 à 6 mois, en fonction de ce qui a été négocié à la banque, soit tu commences à payer le crédit ou soit tu le payes pas. Ça dépend si tu as un différé ou pas. Oui, c'est vrai, on peut faire ça. C'est ça. D'accord. Mais donc, par la suite, après le temps de trouver un locataire, ça dépend des régions. Il faut compter entre 1 mois à 2 mois pour trouver un locataire. Après, une fois que le locataire est en place, ça tourne. Ouais, après ça, bon. Ok. Et des fois, ça peut aller très vite. Ah oui, des fois, ça peut aller beaucoup plus vite. Ça dépend de la demande sur le moment. Voilà. Ok. D'accord, je vois. J'arrive à visualiser maintenant un peu le truc. Donc, on arrive. Donc, je répète pour les personnes qui seraient intéressées. On est là. Conseil Invest. On est là, Conseil Invest. Ouais. Donc, on a aussi un Instagram sur les réseaux. J'ai un Instagram, j'ai un site internet. Voilà, on peut me retrouver sur Instagram directement. De toute façon, on le mettra en bio. Tout ça. Et donc, on arrive, on te donne le budget et toi, ton objectif, c'est de trouver un bien rentable clé en main. C'est ça, exactement. Mais vous avez un interlocuteur unique qui est soit moi ou Chloé, mon bras droit, qui elle aussi a investi du coup. Okay. Donc, on a tout investi et voilà, on sait de quoi on parle. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Professionnel dans le domaine. Et dans toute cette histoire, du coup, maintenant, quand tu fais tout le récap de ton histoire, qu'est-ce qui a été vraiment le plus compliqué pour toi? Hey, mais t'es toujours là? Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview jusqu'ici. Comme tu t'en doutes, elle n'est pas terminée. Une seconde partie sera ou est déjà disponible en fonction du moment auquel tu regardes cette vidéo. Alors en attendant, n'oublie pas de laisser un like, de commenter ce qui t'a le plus marqué dans cette interview, de partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé et surtout de t'abonner pour ne rater aucune autre des prochaines interviews. Sayonara.